Bonjour à tous, aujourd'hui c'est le numéro 12 d'Effervescience. Effervescience, magazine coproduit par le CNRS Images et Synapse Télévision. Alors notre invitée aujourd'hui est Marie-Angèle Hermite. Marie-Angèle Hermite est directrice de recherche au CNRS. Vous êtes juriste, vous êtes aussi directrice de recherche à l'École des hautes études en sciences sociales. À l'origine, vous étiez spécialiste du droit du commerce international. Vous êtes intéressé au droit des biotechnologies. Vous avez prévu toute la réflexion sur les brevets, on va y revenir. En même temps, vous avez publié un livre qui s'appelait « L'homme, la nature et le droit » avec Bernard Edelman. C'était en 88, il y a 20 ans. Et puis « Le sang et le droit », un essai donc sur la transfusion sanguine. Et puis ce livre, « Les ressources génétiques végétales et le droit dans les rapports Nord-Sud » aux éditions Bruyantes de Bruxelles. Alors je voudrais commencer avec vous par penser au fond les rapports entre la recherche scientifique et le droit. Parce que très longtemps, la recherche scientifique a évolué dans un espace, dites-vous, ajuridique, méta-juridique. C'est assez curieux. C'est un peu comme si les limites de la liberté de recherche, et je pense à celle que vous mettez d'abord en avant, c'est-à-dire le respect de la dignité, ça n'avait pas été pensé autrement qu'il y a quelques années. Ouais, effectivement, et ça s'explique assez bien, parce que lorsqu'on pense les premiers droits fondamentaux, on est à l'époque de la Révolution française, et la notion de recherche, au sens propre au sens actuel du terme, disons, n'a pas tellement de sens. Donc, on avait la liberté de la pensée, on avait les libertés académiques, tout ça, ça existait. En revanche, la liberté de la recherche au sens d'une société qui est fondée sur la recherche scientifique et sur ce qu'on appelle maintenant l'économie de la connaissance, ça c'est beaucoup plus récent. Donc l'idée de liberté de la recherche est apparue finalement après la Deuxième Guerre mondiale, quand il y a eu la découverte des expérimentations qui ont été faites à la fois en Allemagne et au Japon. Et c'est là qu'on a posé à la fois la liberté et ses limites. Alors évidemment, il faut faire très attention, parce que si la recherche donne lieu à un produit qui cause des dommages, alors ça y est, le juriste entre dans la danse. Si la recherche féconde un produit qui peut faire l'objet d'une autorisation de mise sur le marché, hop, le juriste arrive. Alors on va voir ce qu'il en est. Les idées, comme vous le savez, elles ne sont pas brevetables. Vous ne pouvez pas breveter l'idée de roue. Si vous pouvez breveter certains modèles de pneus, mais vous ne brevetez ni la roue ni le caoutchouc. Bon. Et de la même manière, quand il y a des molécules de cette sorte qui sont mises en évidence par des découvertes, cette découverte appartient à l'humanité entière, et ça, c'est une définition éthique. Il ne peut pas y avoir d'appropriation par des groupes à leur profit uniquement au détriment des autres. Et ça, c'est effectivement une idée éthique. C'est aux politiques ensuite de gérer les conséquences économiques de cet état de fait, puisque bien évidemment, ça a l'air d'aller contre le droit des brevets. Aucun pays, aucun État, même si la France s'inscrivait dans une démarche européenne, dont la capacité de mobiliser des capitaux suffisants, dont le retour est certain mais aléatoire, pour financer à eux seuls la recherche. Ce qui introduit donc des financements privés. Les financements privés ne sont jamais philanthropiques. Donc ils vont être à la recherche d'une rentabilité, et la rentabilité ne peut être offerte que par la brevetabilité. Marie-Angèle Hermite. Oui, eh bien, on a deux interventions qui semblent aller dans des sens contradictoires. Alors, ils peuvent avoir raison tous les deux, et dans le droit des brevets un peu ancien, c'était assez simple à concevoir. Parce qu'il y avait tout un mécanisme disant que les produits de la nature n'étaient pas brevetables, donc ils appartenaient effectivement à toute l'humanité, que les découvertes n'étaient pas brevetables, et tout ça reste vrai dans les théories, disons, mais en réalité, le droit des brevets a évolué, et maintenant, il suffit d'avoir mis à disposition de l'industrie quelque chose qui préexistait dans la nature et qu'on a simplement découvert, donc un gène par exemple, et alors là, l'humanité s'écarte et laisse la place au marché. Donc on a beau faire don gratuitement des cellules dans lesquelles on va trouver les gènes, etc., à partir du moment où la recherche et l'industrie ont extrait ces gènes de vos cellules, là, on rentre complètement dans la brevetabilité et le marché. Donc voilà comment on a concilié les choses, c'est-à-dire que maintenant, on ne voit plus très bien quelle est la part de l'humanité
dans le mécanisme de balance qui était conçu. Alors on voit bien comment on a encadré facilement, enfin je veux dire finalement, les expérimentations sur l'homme ou sur l'animal. Mais ça a été beaucoup plus difficile d'encadrer les expérimentations sur l'environnement. Et en fait là, c'est pas du tout encore complètement arrêté. On a l'impression que c'est une matière encore qui évolue. Oui, d'ailleurs, je pense que je suis une des seules à dire il faudrait encadrer l'expérimentation sur l'environnement exactement comme on encadre l'expérimentation sur l'homme ou sur l'animal. Pour une raison assez simple, c'est que même si l'animal est un peu intermédiaire entre les choses dont il fait toujours partie et les personnes dont il ne fait pas partie, mais tout le monde lui accorde un statut un peu intermédiaire. L'environnement, c'est un objet juridique assez mal identifié, et en tout cas, ça n'est pas perçu comme un sujet. Or, on encadre les expérimentations sur des sujets. Moi, je dis, l'environnement doit être un sujet de droit comme un autre, et avant d'expérimenter sur l'environnement, il faut évaluer, protéger, etc. Pour l'instant, ça n'est fait que sur des points très particuliers. C'est récent. Par exemple, les nouvelles réglementations en matière d'expérimentation des produits chimiques, des produits phytopharmaceutiques, des organismes génétiquement modifiés, etc. Mais c'est perçu comme une série de réglementations disjointes et on ne s'est pas encore rendu compte qu'on était en train de créer un sujet nouveau. Alors je voudrais savoir comment est-ce que vous articulez aujourd'hui cette économie de la connaissance et la société du risque. Mais d'abord, j'essaye de les articuler, alors que pour l'instant, la doctrine, en tout cas, ne les articule pas. Les deux s'ignorent. Il n'y a finalement que le droit qui essaye, sans très bien en être conscient d'ailleurs, d'articuler les deux domaines. Le droit d'un côté reconnaît le droit des brevets, les sociétés de capital risque, toutes ces institutions, si vous voulez, de l'économie de la connaissance, et de l'autre côté a passé son temps à trouver des réglementations qui essayent de préserver des risques. Parmi les efforts faits pour nous préserver des différents risques, il y a effectivement le principe de précaution. Je crois que j'ai jamais rencontré un chercheur d'un certain niveau qui me défende ce principe. C'est-à-dire que tous disent c'est épouvantable, comme c'est dans le principe constitutionnel, ça risque de freiner énormément les connaissances, la recherche, le progrès. C'est un principe auquel on n'a pas suffisamment réfléchi avant de le mettre dans la Constitution. Alors, votre point de vue ? Donc voilà, ce ne sont pas des juristes qui ont inventé le principe de précaution, ils l'ont simplement mis en forme à la suite des pressions d'un certain nombre de spécialistes scientifiques de différentes pollutions, la pollution marine étant la première. Non, alors là, vous allez trouver quelqu'un qui est tout à fait favorable à ce principe, au moins tel qu'il est décliné par les textes d'une part et par la jurisprudence d'autre part. Je ne dis pas qu'il n'y a pas des décisions de justice qui partent parfois dans tous les sens. Ce qui est jugé de manière très sévère par le milieu scientifique, dès qu'il y a un tribunal de grande instance qui a dit que le principe de précaution, etc., tout le monde monte au créneau. Le droit, ça se fabrique par monter des marches successives. Au-dessus du tribunal de grande instance, il y a la cour d'appel, après il y a la cour de cassation. Et jusqu'à maintenant, l'essentiel de la jurisprudence est une jurisprudence extrêmement précautionneuse. Est-ce qu'on ne peut pas dire quand même que la question qui se pose, c'est ce qu'il en est de l'évolution scientifique des risques ? Est-ce que le principe général de précaution n'est pas quelque chose de trop abstrait et qui permet, au fond, à des institutions de bloquer un certain nombre de projets de façon un peu nocive ? Écoutez, un principe général, c'est toujours abstrait. C'est sa fonction. C'est ce qui lui permet à la fois d'être général, c'est-à-dire de ne pas s'en tenir à la petite réglementation qui demain va être dépassée, après-demain aussi, etc. Donc il se situe comme ça en haut. Il est abstrait, il est général. Après, ça s'applique au cas par cas. Jusqu'à maintenant, on ne peut pas vraiment dire qu'il y ait beaucoup de recherches qui aient été bloquées par le principe de précaution. La recherche sur les cellules souches. Non, ce n'est pas le principe de précaution, c'est le régime juridique de l'embryon. Ça n'a rien à voir avec le principe de précaution, tout simplement parce qu'on n'évalue pas, en tout cas, de véritables dangers avec les cellules souches. Ça, c'est un choix de société de promouvoir plutôt les cellules souches adultes
que les cellules souches embryonnaires. Mais il n'y a pas eu la moindre application du principe de précaution en la matière. Là où il peut y avoir des applications du principe de précaution, c'est dans la manière dont on organise, par exemple, l'expérimentation sur les organismes génétiquement modifiés dans l'environnement. Là, oui, il y a des mécanismes de précaution, mais pour l'instant, le débat et l'espèce de blocage qu'il y a sur les organismes génétiquement modifiés, uniquement dans le domaine agricole, pas dans le domaine médical. Ce sont des controverses beaucoup plus politiques, économiques, sur les visions de l'agriculture, etc., que sur le risque lui-même. C'est-à-dire qu'une culture qui est pleine d'OGM risque, au fond, de déraper sur un champ qui, lui, n'a pas d'OGM. Oui. Ça, c'est... Elle ne risque pas, elle le fait automatiquement. Oui, c'est le principe de précaution qui dit, donc on est obligé de faire attention au champ qui est à côté. Ça, c'est pas non plus le principe de précaution. Ça, c'est un choix qui a été fait, qui est un choix purement politique, d'essayer de concevoir la coexistence entre ceux qui veulent des OGM et ceux qui ne veulent pas d'OGM. Coexistence parfaite qui serait tout OGM d'un côté et zéro OGM de l'autre, elle est impossible dans la nature. Donc il y a un seuil de contamination dit seuil acceptable qui est le mécanisme de compromis entre les pros et les antis, si vous voulez. Mais, vous y êtes favorable, pourtant en 2003, vous avez fait un commentaire favorable à la coexistence des deux agricultures. Tout à fait, et je reste tout à fait favorable. Quand je dis on n'est pas du tout sûr de pouvoir le tenir, c'est qu'apparemment, avec des mécanismes d'empilement de gènes qui sont aujourd'hui imposés dans les nouvelles variétés transgéniques produites par l'industrie, on n'a pas un nouveau gène, mais on en a 4, 5, et il y en a 12 nouveaux gènes dans les tuyaux. Et en fait, vous multipliez en quelque sorte à chaque fois la part de génétiquement modifiés dans l'ensemble, et donc le fameux seuil de coexistence va devenir très, très, très difficile à sauvegarder. Alors, pour réfléchir à une transformation de la situation juridique, en général, on fait appel à des experts. Les experts eux-mêmes ont des avis partagés et des avis contradictoires. Et donc, quand on perçoit des avis contradictoires, d'où l'importance des expertises pluralistes qu'il faut vraiment favoriser, là, c'est affaire de jugement. L'opinion publique est beaucoup plus exigeante désormais à l'égard des orientations scientifiques et techniques et des choix technologiques. Donc, il y a déjà une volonté. Il y a aussi maintenant beaucoup d'ONG qui sont vraiment des relais très très importants des mouvements d'opinion. Il y a une volonté politique aux États-Unis comme en Europe d'accompagner le développement des nanotechnologies dès l'amont par une réflexion sur les enjeux et les impacts éthiques, sociaux, légaux, etc. Donc il y a beaucoup d'initiatives et les moyens de développer ces initiatives. Par rapport aux dérives qui pourront éventuellement découler du développement des nanotechnologies, quelles sont les prérogatives et surtout les limites d'un organisme international à l'instar de l'UNESCO? C'est ce on pourrait appeler le nano-jury. Ça consiste à rassembler un certain nombre de personnes qui n'ont aucune idée préconçue sur les nanotechnologies, d'ailleurs qu'à la limite qui ne savent pas ce que c'est, et qu'on forme. L'existence de nanoparticules. Alors il faut les former avec des gens aussi neutres que possible pour pas qu'on dise qu'on les biaise à la formation. Donc bien se méfier d'une chose, c'est que le scientifique qui parle est souvent le défenseur des techniques qu'il produit. Pendant 3 week-ends, un panel de citoyens se réunit pour acquérir les connaissances de base auprès d'experts qui vont leur permettre de faire le tour d'une question. Un panel citoyen, c'est toujours sur une question très ciblée. Je ne sais pas si vous vous rappelez, on avait parlé des puces RFID qui permettent de tracer un peu ce qu'on fait, ce qu'on est, où est-ce qu'on achète. À l'issue de ces 3 week-ends de préparation, on réunit la conférence de citoyens. Ils ont décidé d'interpeller devant le public des industries des cosmétiques, des militaires, des industriels, des scientifiques, etc. Il pose aucun problème pour le public. Mais ça c'est très bien, mais pourquoi avoir enlevé donc nanoparticules des étiquettes si tout va bien? Je comprends parfaitement votre question. Le problème que j'ai, c'est que
Je ne sais pas exactement quelle était cette étiquette qui a été enlevée. Au terme de cette conférence, il rédige des préconisations, des recommandations. Bien, alors vous venez de voir cette question qui est mise en valeur dans ce petit reportage du rapport qu'il peut y avoir entre les experts d'un côté et puis de l'autre côté les conférences de citoyens. Franchement, est-ce que c'est bien sérieux de nous dire que c'est des experts neutres qui vont former les conférences de citoyens ? Non, ça n'est pas très sérieux et d'ailleurs c'est pas tout à fait comme ça que ça se passe dans le déroulement normal d'une conférence de citoyens. On a une première phase dans laquelle on essaye de tracer les grandes bases de la question et là-dessus c'est pas tellement qu'on a des experts neutres ou autres, on a des consensus de la communauté scientifique sur ce que c'est qu'une onde ou ce que c'est que le mot nano ou des choses comme ça. Et donc, voilà, il y a des grandes bases consensuelles au départ. Ensuite, comme on sait qu'on ne peut pas avoir d'experts neutres, Dominique Pestre le disait très bien, eh bien, qu'est-ce qu'on fait ? On prend des gens de bord plutôt contradictoires. Et là, on avance en quelque sorte dans le caractère plus ou moins contradictoire. C'est-à-dire, au départ, on prend des scientifiques qui ne sont pas forcément exactement du même avis, mais qui vont parler à peu près le même langage, même si à partir d'un certain moment, ils avancent dans leurs propres opinions, parce que les scientifiques ont des opinions. Et après, on passe à une sorte de, moi j'appellerais même plus ça une formation, mais d'informations contradictoires, où là peuvent venir aussi bien des industriels, comme le jeune homme qu'on a vu tout à l'heure, ou des ONG qui vont avoir évidemment là des points de vue généralement assez radicalement contradictoires. Alors à partir de là, la conférence de citoyens peut faire des recommandations, mais les décisions politiques ne suivent pas forcément les recommandations. Non, ne suivent pas forcément, mais le suivent finalement plus qu'on ne le dit. Moi, j'ai fait vraiment l'étude très précise, point par point. Notamment sur la conférence des citoyens OGM de 98. Voilà, de 98, qui a été un petit peu jetée à la poubelle pendant assez longtemps, dans la mesure où le gouvernement n'a pas tout de suite après traduit la totalité, tout ou partie, disons, des recommandations. Alors c'est vrai que sur le moment, il ne s'est rien passé, et à mon avis, le gouvernement a eu tort qu'il ne se passe rien. Néanmoins, si on prend maintenant, c'est-à-dire 10 ans après, à peu près 70% des recommandations ont été mises en œuvre par des processus parfois assez alambiqués. C'est Bruxelles qui a réalisé presque tout, mais tout de même, la coexistence, c'est venu directement d'une recommandation des citoyens qui ont dit qu'il faut 2 filières séparées. Alors, je ne sais pas si on y arrivera. En tout cas, ça vient directement des avis des citoyens. Je vous rappelle que vous avez dit tout à l'heure que c'était finalement devenu quasiment absurde. Non, j'ai pas dit que c'était. J'ai dit que c'était devenu très difficile. D'accord. Bon. Alors, la question qui se pose aujourd'hui, maintenant, c'est comment des peuples qui n'ont pas notre niveau de développement, ce qu'on peut appeler des peuples autochtones éventuellement, peuvent contester l'avancée juridique qui est qui est la nôtre en matière, par exemple, de droit des brevets. Et alors, j'ai été très intéressé lorsque vous avez montré que, en ce qui concerne les plantes, en ce qui concerne les principes actifs issus des plantes, dont les prospections sont bien connues, eh bien, des villageois, des guérisseurs ont au fond un droit traditionnel sur ces plantes, et ça pose un problème que de les breveter ou que de voir une entreprise commerciale les breveter. Et vous vous êtes intéressé, au fond, au conflit d'intérêts qu'il y avait entre ces breveteurs économiques, intéressés par l'argent qu'on pouvait tirer de telle ou telle utilisation de telle ou telle plante, et puis ces gens qui, au fond, connaissaient un certain nombre de recettes à partir de ces plantes sur le mode traditionnel et qui, au fond, étaient balayés éventuellement par les brevets. C'était tout à fait normal dans le droit des brevets, dans la logique du droit des brevets, qu'ils soient balayés, puisque leur connaissance était précisément traditionnelle. Vous savez qu'un droit de brevet, d'abord, ne porte pas sur des connaissances pures et dures, mais sur des utilisations inventives des connaissances. Et puis, tout simplement, parce que ces connaissances sont millénaires et qu'un droit des brevets dure 20 ans.
Donc voilà, il y a un conflit d'idéologie entre deux cultures, l'une qui repose sur la tradition, la transmission des traditions, etc., quelles que soient les innovations qu'il puisse y avoir dans ce flux de traditions, et l'autre qui repose sur la nouveauté permanente. Donc là, on est dans un vrai conflit de civilisation. Et ce qui est intéressant, c'est de voir comment le droit peut articuler ces civilisations et faire qu'elles puissent travailler ensemble. Donc c'est ça, moi, qui m'a intéressé. Comment faire travailler deux civilisations ensemble. Vous savez, quand on parle d'une guerre, en général, on dit que ce sont les vainqueurs qui écrivent l'histoire. Alors moi, j'avais cru comprendre qu'en général, c'est les dominants qui imposent leurs droits. Comme le droit, il est finalement fécondé par une situation de conflit, on peut penser que c'est les dominants qui devraient imposer leur juridiction. Or, vous montrez que ce n'est pas du tout évident, et on a l'impression à vous lire que vous contestez cette domination et que vous montrez qu'il y a des droits de ces peuples autochtones, des droits, et que ces droits vont du même pas que le droit à la biodiversité. Et vous montrez qu'il y a au fond quelque chose de parallèle entre le droit à la biodiversité et le droit de ces peuples autochtones à se défendre contre ceux qui veulent utiliser de façon financière telle ou telle plante dont traditionnellement on sait déjà qu'elle produit telle ou telle influence. Oui, alors bon, dans un premier temps, c'est la domination guerrière qui a marché parce que on a dans un certain nombre de pays anciens colonisateurs l'essentiel des ressources de la Guinée-Bissau, par exemple, sur laquelle j'ai travaillé, des ressources végétales, est situé au Portugal. Nous avons en France des tas de ressources des anciennes colonies, c'est nous qui gérons les collections de café de Côte d'Ivoire, etc. Donc voilà, il y a tout un passé colonial qui existe toujours aujourd'hui. Mais un certain nombre de droits ont fait leur apparition, de contre-droits, si j'ose dire. En septembre 2007, la Déclaration des droits des peuples autochtones a été signée, ce qui est quelque chose sur lequel je ne comptais pas vraiment. Je me demandais si elle verrait le jour un jour. Et même la France l'a signé. Donc voilà, c'est quelque chose de tout à fait extraordinaire. Et ça redonne des droits, ça rétablit, si vous voulez, des valeurs qui avaient été piétinées par la colonisation. Ça redonne des droits aux peuples autochtones et ce qu'on appelle d'un mot très très vague les communautés locales. Allez, disons des communautés villageoises. Et ça redonne dans des tas de domaines différents, que ce soit les connaissances traditionnelles, médicinales, pharmaceutiques, ressources biologiques, sites sacrés, restes humains, ce qui est évidemment très important pour pouvoir reconstituer. C'est tout ce qui permettrait de reconstituer une identité pour des peuples qui ont été privés d'identité pendant plusieurs siècles parfois. Alors prenons un exemple concret. Voici l'objet de la polémique, une tête maori. Une tête conservée à l'abri des regards dans le Muséum d'histoire naturelle de Rouen. La municipalité a décidé de restituer ce reste humain à la Nouvelle-Zélande et plus particulièrement au peuple maori. La cérémonie avait lieu à l'hôtel de ville. Je pense que nous connaissons bien l'histoire de ces têtes qui était un peu une histoire un peu violente. Et ce sont des choses qui ne sont pas réglées. Alors la Nouvelle-Zélande cherche où nous pouvons à repatrier des restes humains qui se trouvent dans les musées des institutions ailleurs dans le monde. Depuis une quinzaine d'années, de nombreux pays se sont engagés dans un processus de restitution de ces pièces de musée pas comme les autres. Des restes humains qui sont rapatriés au musée de Wellington en vue de recevoir une sépulture conforme aux rites ancestraux. On espère que les discussions engagées permettront de régler ces problèmes, car c'est une question importante pour le respect de la culture des peuples indigènes. Saisi par la ministre de la Culture, le tribunal administratif a décidé jeudi de suspendre la restitution. Une décision finale devrait être prise en fin d'année. La ville n'a pas souhaité commenter la décision, mais a déclaré vouloir mener à son terme cette démarche. Marie-Angèle Hermite, tout ça c'était fin 2007. En fait, finalement, la restitution n'a pas eu lieu. Non. Alors comment est-ce que vous interprétez ça ? C'est ce conflit de civilisation qui donne un conflit de droit. D'un côté, vous avez des musées qui ont des biens publics de la nation française, qui donc sont inaliénables et de manière imprescriptible. Et de l'autre côté, vous avez des droits non moins
imprescriptible et une inaliénabilité non moins forte, ça n'aurait jamais dû rentrer dans le patrimoine du musée. Marie-Angèle Lhermitte, ceux qui défendent les droits des peuples autochtones sont aussi ce qu'on appelle des lanceurs d'alerte, de façon généralisée. Mais les lanceurs d'alerte, c'est aussi ceux qui défendent la population contre les méfaits que des entreprises peuvent organiser par rapport à l'environnement du fait de leur production industrielle. Et alors vous avez pris parti pour une défense de ces lanceurs d'alerte. Alors on peut prendre quelques exemples. Il y a eu l'histoire de ce monsieur qui disait que les fours à micro-ondes étaient très dangereux. Et en fait, ce monsieur a été empêché de publier sa recherche. Et finalement, le Conseil de l'Europe lui a donné raison et a obtenu de la France qu'il publie sa recherche. Obtenu de la Suisse. C'était un monsieur suisse qui avait publié et qui faisait beaucoup de conférences. Alors on peut être d'accord ou pas d'accord avec lui. La Cour européenne des droits de l'homme ne prend pas parti sur la valeur de ce qu'il raconte, mais dit simplement que dans les affaires controversées, ayant un intérêt en matière de santé ou d'environnement, on doit laisser au maximum la liberté d'expression se déployer. Alors, c'est un des domaines dans lesquels il faut assurer effectivement la protection des lanceurs d'alerte qui sont menacés par des actions en diffamation. Et il y a un deuxième secteur dans lequel il est important de les protéger, c'est contre tout ce qui concerne les licenciements, puisque dans les entreprises privées, des lanceurs d'alerte qui finissent par trop gêner peuvent être licenciés, et il y a eu un certain nombre d'affaires. On va prendre l'exemple, justement, l'exemple de Cicolella. Cicolella, donc, il était dans une entreprise qui produisait des éthers de glycol, et il a voulu s'élever contre les conséquences de l'utilisation des éthers de glycol. Oui, alors il était surtout dans une association d'intérêt public qui évaluait les risques des éthers de glycol, mais qui est financé pour partie par le patronat, etc. Donc effectivement, il y a des pressions qui s'exercent. Et à la suite d'un conflit avec sa hiérarchie, il a été licencié. Bon. Il a fait un procès et il a fini par gagner son procès. Et c'est lui qui a attiré l'attention sur les difficultés auxquelles se heurtent les lanceurs d'alerte. Donc il y a un certain nombre de mécanismes qu'il faut ajouter au droit du travail classique pour assurer ces protections. On peut dire que les principes, c'est d'une part de protéger celui qui parle tout en évitant les dénonciations malveillantes. Voilà, il faut conserver un équilibre entre les deux. Merci Marie-Angèle Lhermitte. Je vous en prie.